Nous allons maintenant passer à une controverse, et la question étant de savoir pour ou contre le retour vers la surface cornéenne pour traiter les amétropies. Alors, Alexandre, tu commences. Tu es en faveur de la surface. Absolument. Merci beaucoup, Cathy. Alors, Béatrice, je suis très heureux de pouvoir faire cette controverse avec toi. Et donc, je vais faire l'avocat, non pas du diable, mais l'avocat de la surface. De toutes les façons, je n'ai pas d'alternative, puisque face à une oratrice comme toi, et compte tenu du temps qui nous est imparti, je ne peux être que superficiel. Et donc, je suis définitivement pour la surface. Alors, je suis pour la surface d'abord parce que la PKR, elle respecte la cornée. Elle respecte la biomécanique cornéenne. Évidemment, par rapport au LASIK, ça a été publié à plusieurs reprises. Même par rapport au SMILE, et quand on regarde les résultats de cette méta-analyse, on voit que même certaines études significativement montrent que même un SMILE altère la biomécanique cornéenne, alors que la PKR ne le fait pas du tout. Alors elle respecte la cornée non seulement dans sa biomécanique, mais elle respecte aussi la cornée dans son innervation et sa fonction. Herrier montrait en 2005 déjà qu'il n'y avait pas de repousse ni sur le plan, ni en termes de densité, ni en termes d'anatomie des plexus nerveux sous-épithéliaux après un LASIK, alors que ce n'était pas le cas après une PKR. Et donc, on sait que traiter en surface et ne pas découper les plexus basaux sous-épithéliaux, eh bien, ça va améliorer la sensibilité cornéenne et surtout ne pas entraîner de sécheresse iatrogène qu'on rencontre, hélas, plus souvent quand on fait une chirurgie dans la profondeur, et en particulier un LASIK, et qui peut nous poser des soucis en termes de qualité de vision, et même en termes de régression et de récupération visuelle finale. Alors je suis pour la surface parce que la surface, eh bien, elle a les mêmes résultats que la profondeur. En tout cas, sur les myopies, les résultats sont équivalents, et dans les études des revues de la littérature et les études en cas clinique contrôlées correctes, eh bien, on n'a pas aujourd'hui de différence à 12 mois et même au-delà en termes de régression sur les profils d'ablation myopique. Alors je dois reconnaître que sur l'astigmatisme, globalement, c'est moins favorable et qu'il semblerait préférable de réaliser un LASIK ou bien un SMILE plutôt qu'une PKR. D'accord, je reconnais ça. Sur l'hypermétropie, en revanche, eh bien voilà la conclusion de Cochrane 2012, et il n'y en a pas eu d'autres depuis, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'études scientifiquement valables, méthodologiquement bien construites, qui prouvent qu'il y aurait plus de régression en traitement de surface qu'en LASIK, même si dans la pratique, on peut en douter, mais ça n'a pas été démontré. Le HAZE n'existe plus, on en a parlé tout à l'heure. Les grades 3 et 4, donc ceux qui ont un impact visuel à long terme, voire définitif, ne se voient plus parce qu'on n'utilise plus la mitomycine, parce que les lasers se sont beaucoup améliorés et qu'aujourd'hui, avec les flying spots, le meilleur contrôle de l'énergie et donc une moins grande élévation thermique à la surface de la cornée pendant l'ablation, eh bien, on rencontre de moins en moins de haze, et donc ça n'est plus vraiment le souci de la PKR aujourd'hui. Alors que les plis du capot, quelques SOS syndromes, les déplacements de capot arrivent encore en LASIK. Et tout ça, on n'en a pas en PKR. Et moi, je revois tous mes LASIK à J1 parce que je me méfie de ce capot, qui généralement va bien, mais pas toujours, alors que mes PKR, je ne les revois pas systématiquement à J1, mais plutôt plus tard. L'ectasie n'est pas l'apanage du LASIK, mais quasiment. Globalement, sur tous les cas publiés, plus de 96% des cas d'ectasie sont post-LASIK et 4% après PKR. Quelques cas de SMILE décrits dans la littérature ces dernières années. Alors c'est vrai que l'incidence de l'ectasie, elle est beaucoup en baisse. On a bien revu nos critères d'inclusion, nos profondeurs de capot, et aujourd'hui, on a des incidences d'ectasie qui sembleraient se rapprocher finalement de l'incidence de la PKR moderne. Et puis, je pense que l'argument définitif, Béatrice, c'est que la PKR, elle sert à corriger les erreurs du LASIK. Ça marche aussi bien que de ressoulever le capot, et en plus, on n'a pas tous les soucis de ressoulevage de capot, en particulier pas les invasions épithéliales qu'on rencontre, hélas, parfois quand on est amené à retraiter. La PKR transépithéliale se développe, un unique laser, c'est plus rapide, donc c'est moins coûteux, c'est 100% non-contact. La douleur post-opératoire semble inférieure à la PKR, mais ça reste à prouver. Le temps de récupération, de réépithélisation est raccourci, ça c'est montré. Et les résultats sont similaires à la PKR et donc similaires au LASIK. Donc je pense qu'il faut refaire surface.
Merci Alexandre. Béatrice, prouve-nous le contraire. Prouve-nous le contraire. Bon, à mon tour de dire que je partage ce challenge. Sous le bout de la route, on va sûrement dire que tu fais aussi du LASIK et qu'il m'arrive de faire la PK. Donc, pourquoi est-ce que je pourrais être contre ? Eh bien, parce que toi qui n'étais pas né, Alexandre, eh bien, moi j'ai connu l'époque où on avait désespérément envie de s'écarter de la surface. Parce qu'à 25 ans, eh bien, on faisait des larges faisceaux, il n'y avait pas de zone de transition, il n'y avait pas de berge progressive. Donc, bonjour le S et la régression à l'époque. Donc, c'est vrai que systématiquement, au-delà de -4, on avait ces complications. On avait en plus l'effet des UV qui nous donnait un renforcement de cette cicatrisation anormale. En plus, on avait la douleur aiguë post-opératoire qui fait d'ailleurs que tu ne les vois pas agir parce qu'ils ne te diraient pas merci. Et donc, on mettait même des morphiniques au départ, en tous les cas aux États-Unis, avant l'avènement des AINS qui ont été bien compris sur la cascade inflammatoire post-opératoire qui a adouci quand même les suites. Alors comment ? Finalement, on a fait du LASIK il y a 25 ans. Photoablation sous un volet, microkérato, mais avènement. On peut quand même dire avènement du femtoseconde, on verra pourquoi tout à l'heure. Depuis 10 ans, il y en a qui aiment sourire avec le smile, pas vrai, Cathy ? Ce lenticule qu'on extrait par une petite porte de 3 mm, et on verra si c'est un plus. En tous les cas, avec tout ça, on est bien en profondeur. Ils ont éliminé le S. Ils n'ont plus requis les lunettes de soleil au soleil la première année. Ils ont assuré une meilleure stabilité. Et puis, ils ont présenté quand même des suites aisées sur lesquelles, j'espère, on s'accordera lors du débat de tout à l'heure. Récupération plus rapide pour le patient. On parle du confort, parce qu'il n'y a pas d'ulcère de surface, il n'y a pas ces douleurs des 3 premiers jours, pas besoin de cette lentipansement. On coupe des nerfs, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ne repoussent pas, mais il y a une réorganisation quand même qui est favorable, qui fait que dans mon nombre des cas, quand même, on va avoir une surface oculaire qui va correctement se rétablir. On n'a pas besoin d'AINS. On met des AIS, on est tous d'accord là-dessus, que la première semaine, et puis on va mettre des lubrifiants. Et c'est vrai que le chapitre de la sécheresse oculaire, je t'accorderai une tolérance sur le syndrome sec tout à l'heure. En vision, eh bien, on va restaurer en 1 ou 2 jours. On l'a sur les amétropies simples, cette récupération rapide. Un petit peu plus compliqué si vous avez de l'astigmatisme et de l'hypermétropie, ça va peut-être fluctuer. Mais on parle de stabilité à 3 mois. D'ailleurs, pour preuve, c'est que si vous faites une retouche, vous attendrez 3 à 6 mois et vous n'irez pas attendre 6 à 12 mois comme avec la PRK, qui a besoin de 3 mois pour commencer. Et on l'a dit tout à l'heure, le S qui apparaît entre 1 et 3 mois, qui va vraiment régresser à 6 mois. Et donc, tout est quand même décalé de quelques mois. Alors, c'est vrai que si vous allez retraiter, vous allez retraiter par soulèvement ou par LASIK sur smile, mais c'est vrai que faire une PRK, en particulier sur un smile, et volontiers sur un tout petit défaut, sur un LASIK très ancien, ça existe. Donc là, je t'accorde, tu peux nous aider avec la surface à distance. Puis-je quand même vous dire que parfois, il nous arrive de faire du LASIK sur une PRK qui a pas mal régressé, balle de match. Les deux sont dans le même camp. Danger de l'ablation de surface, le fameux S. C'est vrai qu'il est plus dense entre 3 et 6 mois. C'est vrai qu'il est quasi physiologique quand il est peu important, c'est-à-dire quand il apparaît sous ce petit réticulé sous-épithélial. Et quand il est de plus 4 et qu'on est à 1 an, ça s'appelle plus un S, ça s'appelle une cicatrice. Et là, c'est la galère. On a des facteurs de risque, en revanche. Comme on a des facteurs de risque de l'ectasie, on sait que la myopie modérée est forte, l'hypermétropie, le retraitement, en particulier sur kératotomie radiaire, l'exposition aux UV sont des facteurs de risque et que le traitement n'est pas aisé. Et on remet là le rôle de la mitomycine et des anti-inflammatoires stéroïdiens qui peuvent aider à moduler. Mais parfois, c'est un peu la tragédie puisqu'on a pu décrire même des greffes lamellaires antérieures profondes sur des AS qui fibrosaient la cornée. L'instabilité, fluctuation, imprédictibilité, régression, souvent corrélées aux AS, avec des facteurs de risque également qu'on retrouve ici, dedans en particulier l'hypermétropie et l'astigmatisme. Vous avez parlé de votre mitomycine, vous y avez consacré une magnifique lecture tout à l'heure sur l'état de l'art. La mitomycine, puis-je avoir le droit de me faire l'avocat du diable cette fois-ci ? Il n'y a pas de risque zéro. C'est quand même un alkylant qui agit à toutes les phases de la mitose. Et il y a une notion de rémanence quand même qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'elle n'est pas tout à fait documentée. Donc moi, je ne suis pas encore pour mitomycine pour tous, sauf si vous faites peut-être votre giclette des 5 secondes. Je pense que l'avenir nous le dira, c'est une piste à explorer. C'est seulement 5 secondes. En tout cas, il y a des cas où la mito n'a pas d'effet.
Il y a des cas où, en fait, même elle a pu aggraver la fibrose. Il y a des cas rapportés. Et puis, il y a cette notion de concentration-dépendance dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit que vous, alors les Parisiens sont retournés à l'accès facile. Figurez-vous que depuis la carence, c'est la galère dans bon nombre de villes de France et Navarre. Il n'y a pas l'AMM, l'indication réfractive doit être frauduleusement contournée pour avoir droit soit au mitosol, soit à la préparation magistrale, parce que ça bloque dans l'indication réfractive et la Saphir va devoir travailler pour pouvoir la réintroduire partout en France et Navarre. La plus-value de mon LASIK, puis la plus-value de mon SMILE. L'hypermétropie, oui. L'astigmatisme, cylindre croisé, il n'y a pas photo, ça nous aide à lisser, ça nous rend prédictible et stable. Les avancées de la technique, on doit glisser l'avènement du femtoseconde. C'est vrai qu'il ne nous change pas le résultat visuel, mais il nous fait gagner en reproductibilité, en prédictibilité. Ce volet qui est ajustable dans ses berges, dans son épaisseur, c'est un plus. On peut guider par l'imagerie. On peut guider d'ailleurs également ta PRK par l'imagerie, mais guidé par abérométrie, on va gagner en mésopie. Guidé par topographie, on va gagner sur l'approche des astigmatismes irréguliers. Je t'accorde que ça peut servir à la PRK. Pour sûr, le LASIK ne peut fonctionner qu'en presby-LASIK et on ne fait pas donc de modulation du facteur Q pour la PRK dans un but de vision de près. Alors d'accord, il y a des complications. On a parlé buttonneau, décentré, déchiré, amputé. Mais depuis qu'on sait s'arrêter quand tout ça arrive et qu'on ne soulève pas, ça peut être tout à fait contrôlé. On reprend plus tard, on change d'épaisseur et puis allez, peut-être on fera la surface. Les relatives à la cicatrisation, les plis, l'invasion, la kératite lamellaire diffuse, tout ça, il faut savoir qu'il faut reprendre tôt. On a quand même compris comment il survenait pour ce qui est du SOS syndrome. On sait qu'il faut quand même lisser et reprendre, mais ça peut quand même rester imprévisible. Cependant, depuis le femtoseconde et les microkératomes de dernière génération, ces complications-là, relatives à la découpe, n'existent plus. Je le dis devant tous, vous qui m'écoutez. Et relative à la cicatrisation, c'est devenu exceptionnel. Bien que le capot fin soit réalisé, on n'a pas les complications des capots fins non intentionnels qu'on avait dans les premières générations. Quant au contrôle des complications spécifiques du femto-LASIK, eh bien, il faut savoir que cette intolérance à la lumière initiale, ce syndrome d'arc-en-ciel que percevaient les patients, ont quasiment disparu par l'ajustage des spots et de l'énergie. En revanche, alors là, oui, tout à fait, le syndrome du fluide de l'interface, si bien décrit par l'IEM, est un danger. Il faut avoir, à mon avis, le réflexe de l'OCT, de segment antérieur, très vite, pour empêcher l'agonie des nerfs optiques par erreur de diagnostic. Le SMILE, avantage théorique. Alors, moindre impact biomécanique, la théorie le dit bien, on aurait une ceinture stromale antérieure qu'on respecterait, et donc une découpe plus profonde qui permettrait de ne pas fragiliser cette mécanique antérieure et moins sensible au décentrement, parce que c'est inhérent au concept même. Meilleur respect de la surface oculaire. Eh bien, j'ai le plaisir de dire qu'Alexandre lui-même a documenté cet intérêt du SMILE par rapport au LASIK. Au moins, dans les premiers mois, tu nous as bien expliqué qu'à 1 an, c'est plus significatif. Mais puisqu'on parle du bonheur et de l'impatience des patients, le syndrome sec est moindre dans le SMILE. Je ne pouvais pas louper celle-là, évidemment. L'incision de 3 mm également, qui coupe moins de nerfs, permet, et puis le fait qu'on soit plus en profondeur, donc, alors que les nerfs sont concentrés en antérieur, fait qu'également c'est sûrement quelque chose qui est bon pour la cornée. Les conditions du succès, ça oui, il faut une courbe d'apprentissage, ça dépend de la main du chirurgien, c'est une dissection lamellaire, donc il faut éduquer le chirurgien, il faut des mains fines. Les filles sont très bonnes en SMILE, pas vrai, Cathy? Et puis de l'information du patient. Il faut un ajustage de la délivrance énergétique. Et on a beaucoup compris que ça allait mieux si on revoyait à la baisse, en fait, la délivrance énergétique. Quand ça ne marche pas, au lieu de monter l'énergie, c'est plutôt la baisser, et qui est une plus-value. Mais c'est vrai que chaque plateforme est à calibrer selon son hygrométrie locale. Les complications du SMILE, comme on l'a fait pour le LASIK, les anomalies de la découpe, alors les dark spots qui donnent ces zones de non-découpe, ce lâchage de succion qui fait que c'est un peu le cauchemar, c'est pas si on a le droit de reprendre en fonction du stade où il survient, le décentrement qui est beaucoup plus rare parce qu'il y a une tolérance au décentrement en raison d'une zone optique qu'on dira fonctionnelle qui est plus étendue et du fait qu'on met un anneau de stabilisation qui évite l'œil qui bouge, qui peut aider pour l'astigmatisme, même si on n'a pas la compensation de la cyclotorsion. Eh bien, tout ça,
c'est surtout lié à la préparation du patient aux étapes de la chirurgie qu'il faut absolument informer, parce que la gestion de l'interface est majeure. Bien éponger sa surface, bien s'assurer qu'il n'y a pas de particules sur le parcours, c'est quelque chose absolument de fondamental. Anomalie de la dissection, les ponts tissulaires, déchirure de l'incision, du lenticule, tout ça, c'est le chirurgien. Ça s'apprend et c'est conditionné. Ça va conditionner, bien sûr, le délai et la qualité de la récupération. Et là, il y a un vrai effet entre mon premier smile et mon 100e smile. Les perspectives, soon coming, cyclotorsion et donc astigmatisme dans une correction plus précise, eye tracker, profil topo-guidé, hypermétropie, on l'a évalué, c'est hyper prometteur. Donc oui, il va y avoir des nouveaux. Mais ce qui va avoir surtout nouveau, c'est de la compétition, c'est-à-dire pas que Zeiss délivrant le smile, mais d'autres compagnies qui vont faire de cette chirurgie non pas un produit, mais un concept. L'impact sur la surface oculaire, on l'a dit, c'est la complication numéro 1. Et là, je te l'accorde, le LASIK passe en premier. Le smile est quand même derrière et la PRK est mieux. La composante inflammatoire et neurogène sont là et c'est tellement vrai qu'il y a une neuropathie, une épithéliopathie neurogène qui est inhérente donc au LASIK, qui est tout à fait bien connue. Et la douleur neurogène post-LASIK du syndrome sec à distance est le problème. Quand même, tu seras d'accord pour dire qu'on a minimisé parce que capot fin, berge angulée, c'est devenu meilleur. Et puis en plus, si on dépiste également les risques morphologiques de la cornée, on détecte, on examine la surface avant. Et finalement, on sait qu'on ne traite pas une cornée trop sèche par le LASIK et peut-être même pas par le smile. Donc on fait attention en préopératoire à tous les facteurs de risque, incluant les expositions prolongées, les gens exposés à la climatisation, la tolérance lentille. Puis vous allez faire votre bilan, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que la topographie et la biomécanique, on fait questionnaire de vie, un coup de fluo, on va guetter la stabilité de la topographie, de la barométrie, tout ce qui peut bouger, qui traduit l'instabilité du film lacrymal. On vérifiera la mémographie, comment fonctionnent les glandes de mébomus. Puis parfois même, vous aurez même l'osmolarité ou les biomarqueurs. En tout cas, il faut prévenir plutôt que guérir. Et donc, il faut préparer. Et si ce n'est pas corrigé, il ne faut pas faire de LASIK. Et puis, il faut informer. Et puis, il faut mettre des lubrifiants. Puis parfois, les petits bouchons lacrymaux peuvent être utiles. Le danger de l'ectasie, il est là. Alors, il a fait faire un pas en arrière. C'est une complication tardive. C'est l'angoisse. Ça a été une psychose collective autour du LASIK. Ça a fait renforcer l'analyse des facteurs de risque. On l'a dit, on décortique mieux nos cornées maintenant. Ça a modifié les indications du LASIK. On est passé des fortes aux petites et modérées amétropies. Mais finalement, on a surtout gagné en comprenant que toute cornée asymétrique, irrégulière, fine ou peu résistante, eh bien, tout ça, on ne fait pas de LASIK. Mais on ne fait pas non plus de smile. On peut discuter éventuellement la PRK ou l'abstention. L'ablation de surface, tu l'as dit, ce n'est pas dénué de risque. Donc je ne peux pas, évidemment, dans ce topo du contre la surface, vous dire qu'il y a des cas rapportés d'ectasie post-PRK. Le smile n'est pas une prévention de l'ectasie. Et finalement, une cornée fragile, mesdames, messieurs, on ne la touche pas, on se méfie du retraitement. Et on se méfie également de cet intitulé extra, donc PRK extra, LASIK extra, c'est-à-dire un petit coup de cross-linking pour essayer de renforcer. Ça manque franchement d'évidence base médecine pour vous démontrer que le long terme est suffisant. Mais enfin, franchement, Alexandre, regarde les chiffres. Le nombre de chirurgies réfractives pratiquées par an, toutes confondues. Il y a un déclin global, pour toutes d'ailleurs, parce que la crise économique, Covid derrière, épidémie d'ectasie, syndrome sec qui ont créé des grandes déprimes dans le monde, fait que le marché mondial a globalement décliné de 1,4 en 2000 à 750 000. Mais comment ça se répartit tout ça? Certes, selon les pays, l'Europe continue à préférer le LASIK en dépit d'Alexandre. Asie aime beaucoup l'ICL parce qu'il y a une grande myopie qui circule. Le Maghreb a un regain de smile et d'implants FAC parce qu'ils ont des cornées fines. Selon les chirurgiens, c'est vrai, quand on n'opère pas beaucoup, il vaut mieux faire de la PRK parce que LASIK encore plus smile, il faut avoir de l'habitude et selon la conviction. Les volumes, finalement, fait qu'en surface, il y a le transépithélial qui trouve un regain, tu l'as bien dit. Le LASIK reste le chef de file. Et le smile, tant que c'est disponible que sur Zeiss, il restera bien sûr cet obstacle qui est lié à une seule plateforme. Voilà le marché français. Marché français des chirurgies réfractives estimées. Vous voyez, 90 000 procédures, 60% encore de LASIK, 24 à 25% de PRK et le smile reste à 15%. Même si le smile, quand même, dans le monde, il y a des adeptes du smile dans certaines parties du monde, atteint ces 3 millions. Et donc, le market scope, que j'ai quand même essayé de rechercher, eh bien, vous montre ici que la petite barbette, c'est la PRK. Donc, elle va diminuer parce qu'Alexandre va se mettre au LASIK et au smile.
Et nous avons ici, sur l'évolution, vous voyez, en Chine, ce plateau puis cette base qui traduit bien qu'en même temps, ils viennent d'adopter l'ICL. Et notre Richard Gold, très, très cher à la Saphir, fait son enquête et, vous voyez, retrouve ce chiffre du LASIK qui est ici à près de 80% en France. La PRK, elle monte, elle reprend de l'intérêt. Ce sont donc des valeurs qui montrent ici qu'il y a quand même pas mal de chirurgiens qui font les deux. Et donc qui ont bien un arbre décisionnel m'autorisant à faire la conclusion. Alors je ne vais pas au travers de cette littérature, bien sûr, vous montrer le détail, mais vous voyez, voilà des articles sur lesquels j'ai travaillé qui étaient en faveur du LASIK versus surface, des articles qui étaient en intérêt de SMILE versus surface, littérature moins riche puisque procédure plus nouvelle, et puis alors intrastromal versus surface, vous voyez que SMILE versus LASIK, là aussi il y a du débat, et le SMILE probablement va gagner en terrain. Au total, finalement, Alexandre, toi, avec lequel je suis copine, ni toi ni moi ne sommes complètement pour ou contre, parce que nous raisonnons notre choix et nous allons nous baser sur du multifactoriel. À quoi la cornée ressemble, à quoi le patient ressemble, à quelle plateforme j'ai accès, finalement, à quelle conviction je suis adepte. Et j'espère qu'on vous aura aidé, non pas à se mettre pour ou contre, mais à trouver et à bâtir un choix raisonné. Quel combat, les amis, quel combat exceptionnel. Bravo au challenger qui, quand même, s'est bien défendu. Et j'ai envie de poser une question complémentaire. Quel est finalement le ressenti patient? Est-ce que vous avez une idée de ce que préfèrent finalement les patients qui font ensuite, qui génèrent le bouche à oreille? Moi, je suis convaincue quand même que le post-opératoire immédiat joue un rôle et que la notion du « oh, le lendemain, j'avais même pas mal », ça change un peu. Et même si le patient est prévenu que la lentille de contact va être remise quelques jours, qu'il n'y aura pas de différence à distance, le patient est impatient. Et donc, je pense que le délai de récupération explique pourquoi il y a encore cet engouement en dépit de toutes les complications qu'on a listées pour le LASIK. Et finalement, beaucoup d'entre nous vont retenir la PRK quand on ne peut pas travailler en profondeur. Oui, je crois qu'on est tous les deux assez d'accord là-dessus. Et cet effet magique du LASIK est évidemment un facteur qui fait que, après avoir fait attention à toutes les règles de sécurité, eh bien, on va s'orienter assez volontiers vers ça. Et moi, j'ai hâte que vous expérimentiez tous également le SMILE, parce que le SMILE maîtrisé, alors ici, on a deux adeptes, moi, j'ai aucun intérêt financier avec Zeiss, eh bien, je peux vous dire que quand c'est maîtrisé, c'est le même effet que le LASIK. On a également le 1-2 jours de récupération. Ouais. Bon. Merci beaucoup à vous deux. Ça va nous aider à faire nos choix qui, en fait, vont dépendre, comme tu l'as dit, du patient, de la cornée et puis de l'avis du chirurgien. Mais c'est vrai que dans la première semaine, il est bien évident qu'il n'y a pas photo. Par contre, quand on voit les patients à 3 mois, la trans-PKR surtout, ayant des résultats absolument fabuleux, c'est vrai qu'ils oublient un peu la douleur. Et la trans-PKR est une plus-value de la surface. C'est ce qui fait regagner en surface, indiscutablement. Et puis le fait qu'on se méfie plus de la sécheresse, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on a quand même parfois de vrais soucis de sécheresse après LASIK. Et la leçon d'ailleurs du jour, c'est surtout n'oubliez pas que la topographie, ou n'oubliez pas la surface. La surface est un facteur, un critère d'orientation sur la sélection de la chirurgie. Merci d'avoir assisté à celle-ci.